Selon l'OMS, 50 à 100 000 femmes présentent une fistule obstétricale. Qu'est-ce que la fistule obstétricale? Quelles sont les causes de cette maladie? Autant de questions que nous nous posons. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir Madame Edon Edith, sage-femme, qui va nous entretenir sur ce sujet. Bienvenue, Madame Edon. Merci. Bienvenue également à vous, chers téléspectateurs. Alors, Madame Edon, qui est Madame Edon? Alors, je suis Madame Edon Edith, sage-femme à l'hôpital général de Sikinsi en Côte d'Ivoire. J'exerce depuis 6 ans maintenant et je donne également des cours dans une école professionnelle, des cours d'obstétrique et de nutrition. Sage-femme, professeur d'obstétrique également, vous donnez aussi des cours de nutrition. Ces 3 activités ne gêneraient-ils pas par hasard votre programme? Non, pas du tout, parce que c'est dans le même domaine. Voilà. L'obstétrique, ça concerne l'accouchement. Et la nutrition, comme on le fait également dans nos services, donnant des conseils au moment qu'on accouche, ça va en même temps dans le même sens. Okay. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons suivre ensemble un élément pour écouter ce que les patients savent de la fistule. Non, je ne connais pas du tout, non. Des problèmes génitaux liés à la femme. Je ne vois pas trop. La fistule, c'est lorsque la femme urine involontairement. Elle a du mal à contrôler ses envies d'aller uriner. Nous sommes de retour au studio et comme vous l'avez entendu, peu de personnes sont informées de la fistule. Alors, qu'est-ce que c'est que la fistule? La fistule obstétricale est une affection grave qui atteint les jeunes filles, en général, très jeunes. Et cette affection survient au cours de l'accouchement difficile ou compliqué. Alors, y a-t-il d'autres types de fistules? Oui, bien sûr. Il y a la fistule anale qui concerne le rectum en particulier. Voilà. Et qui survient généralement de façon génétique. Voilà. C'est-à-dire que l'enfant naît avec cette fistule-là, contrairement à la fistule obstétricale qui survient après l'accouchement difficile. Okay. Alors, nous avons également promené nos micros encore dans les rues pour savoir ce que la population pense des causes et également aussi des conséquences. Ce que je sais, c'est que ce sont les femmes qui sont plus touchées par cette maladie. Lors d'un accouchement peut-être qui a eu lieu dans des difficultés ou bien de façon, un accouchement compliqué. D'abord, la femme sera gênée parce qu'elle ne pourra pas être toujours en public. Et puis aux yeux de la société, mais elle est mal vue. Bon, les conséquences doivent être fatales. Les conséquences doivent être très fatales. Donc il me dit que peut-être il y a la mort. Il me dit peut-être que la vessie est peut-être bouchée. Suite aux filles qui font, aux femmes qui font des avortements. Ouais, ça peut créer ça aussi. Oui, mais la conséquence finale, c'est la mort. Madame Edon, oui. Quelles sont les causes de la fistule obstétricale? Alors, nous avons plusieurs causes, bien entendu. Et la première cause, c'est la difficulté que la mère a à expulser son bébé lors de l'accouchement. Et lorsque le travail est long, il peut y avoir fistule après l'accouchement. En général, l'accouchement, le travail dure 12 heures pour les premiers gestes, c'est-à-dire celles qui sont pour la première fois en train d'accoucher, et 8 heures de temps pour celles qui ont déjà eu plusieurs accouchements. Et donc, celles-là qui sont en train d'accoucher pour la première fois, lorsque le travail dure, par exemple, 24 heures ou au-delà de cela, cela conduit inévitablement à une fistule obstétricale. Il y a aussi les accouchements à domicile qui ne sont pas faits par des personnes qualifiées. Voilà, nous avons souvent des matrones dans les localités
qui, retranchées, qui font des accouchements. Et comme elles ne sont pas qualifiées, il peut subvenir également des fistules chez les femmes qui les fréquentent. Nous avons aussi le très jeune âge des femmes qui accouchent. Et puisque le bassin n'est pas encore mûr, ça peut causer à la longue une fistule obstétricale. Alors tout à l'heure, vous disiez que les difficultés lors de l'accouchement pourraient être aussi cause de la fistule. Alors qu'est-ce qui pourrait engendrer ces difficultés lors de l'accouchement? Ces difficultés sont le plus souvent liées à l'immaturité du bassin, par exemple chez la maman. Voilà, donc c'est des difficultés purement techniques qui conduisent à la longueur du travail. Par exemple, le temps que le bébé prenne sa position et qu'il arrive hors des voies génitales de la mère, ça peut prendre du temps. Voilà, donc c'est une cause très importante qui conduit à la fistule obstétricale. Okay. Parlons un peu de la maturité du bassin. Vous disiez qu'il y a aussi la maturité qui fait que souvent les femmes sont confrontées à cette maladie. Alors, est-ce à dire, ce que je veux dire, la maturité de l'appareil génital? Y a-t-il un âge propice pour contracter une grossesse? Bien sûr. Chez nous, ici en Côte d'Ivoire, les grossesses à risque se situent généralement à partir de 14 ans. 14 ans. Voilà, donc nous avons une jeune fille de 14 ans qui contracte une grossesse. Elle est considérée comme grossesse à risque à cause du très jeune âge. Et à partir de 19 ans, 20 ans, nous pouvons avoir un bassin mature pour contracter une grossesse et pour avoir un accouchement sans problème et sans difficulté. Alors ici, dans nos pays en voie de développement, avec les pratiques, bien entendu, que nous avons traditionnelles, il y a beaucoup de jeunes filles qui sont victimes de la fistule obstétricale à cause de leur jeune âge. Parce que nous avons le mariage forcé, par exemple, qui conduisent les jeunes filles pubettes directement au mariage. Et cela peut vraiment être un grand risque de contracter la fistule. Okay. Si je vous suis bien, les jeunes filles, c'est-à-dire l'âge à partir duquel une femme peut contracter une grossesse, commence à partir de 19-20 ans. Donc à partir de cet âge-là, on peut, pour une femme, elle peut quand même avoir un enfant sans aucun problème. Oui, sans aucun problème. Okay. Comment se manifeste la fistule obstétricale? La fistule obstétricale se manifeste par l'incontinence. L'incontinence, elle peut être urinaire ou fécale. Dans les deux situations, la fistule obstétricale conduit à cette incontinence-là. Alors, l'incontinence urinaire, bien entendu, c'est l'impossibilité de la femme à pouvoir retenir les urines. Et donc, on va, chez une victime de la fistule, on va trouver une femme qui est toujours en train d'être mouillée par l'urine, puisqu'elle ne peut le contenir. Ou si c'est l'incontinence fécale, toujours en train de faire les selles sur elle. Okay. Voilà. Alors, en dehors des manifestations que vous venez de citer, peut-on avoir la fistule obstétricale sans toutefois présenter les signes que vous venez de mentionner? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que, en réalité, la fistule est la conséquence de l'endommagement des tissus, de la vessie ou du rectum. Et donc, alors que ces tissus-là sont endommagés, ça empêche le bon fonctionnement de la vessie. Voilà pourquoi est-ce que la victime ne peut pas ne pas savoir qu'elle a une incontinence. Okay. Alors, quelles sont donc les conséquences de la fistule obstétricale? Les conséquences, il y en a de plusieurs types. Nous avons les conséquences sociales qui touchent un peu l'environnement de la personne atteinte de fistule obstétricale. Cela concerne
l'attitude que l'entourage aura envers cette personne, et parce que c'est une maladie un peu gênante. Voilà. Donc l'entourage, le comportement de l'entourage vis-à-vis de cette personne, on remarque que ces personnes-là sont souvent rejetées. Voilà, rejetées, mises à l'écart à cause de leur situation physique. Voilà. Et il y a aussi des conséquences médicales, voilà, qui concernent la situation physique même de la personne. Voilà. Avec l'endommagement de la vessie, vous comprenez que cela va entraîner beaucoup d'autres affections qui vont s'ajouter à cette incontinence. Et la première affection qui est tout de suite vue, c'est l'insuffisance rénale, par exemple, parce que les reins travaillant tout le temps et ne pouvant retenir les urines, cela va entraîner l'insuffisance rénale chez cette femme-là. On a aussi, par exemple, l'infection, voilà, qui peut s'ajouter, puisque la vessie est tout le temps ouverte et ne peut pas empêcher les microbes de migrer au sein d'elle. Nous allons aussi avoir l'infection urinaire chez cette femme-là. Alors, s'il n'y a pas de prise en charge effective des femmes qui souffrent de la fistule, en plus des conséquences que vous avez citées, cela pourrait également entraîner la mort. Bien entendu, mais c'est une conséquence un peu rare quand même, puisque déjà, si la victime peut contacter un centre de santé pour des soins médicaux, on peut éviter la mort. Mais il peut arriver quand même que cette maladie occasionne la mort. Alors tout à l'heure, vous nous parliez de la précocité des jeunes femmes à contracter les grossesses. Est-ce à dire que ce sont seulement ces jeunes dames-là qui sont les personnes touchées par la fistule? Non, pas seulement elles, mais elles sont la population la plus ciblée par rapport à la fistule obstétricale. Comme je l'ai dit tout à l'heure, à cause de la précocité voilà, du bassin obstétrical qui devra subir des traumatismes pour laisser passer le bébé. Mais il peut advenir que d'autres femmes qui ont déjà eu plusieurs enfants puissent attraper cette maladie. Des femmes de certain âge, par exemple? Oui, bien sûr. Des femmes d'un certain âge qui ont déjà eu des enfants, elles peuvent contracter cette maladie puisque c'est une maladie due à des traumatismes de l'appareil génital, de l'appareil urinaire, de l'appareil vésical en général. Voilà. Alors, quelle est l'ampleur de la fistule obstétricale chez nous en Afrique? Eh bien, comme tous les pays sous-développés, vous savez que les maladies ne manquent pas chez nous. Et ces populations de ces pays-là sont beaucoup exposées parce que, bien entendu, il n'y a pas de centre de santé dans toutes les localités. Voilà, dans les localités plus éloignées, il n'y a pas de centre de santé. Donc, les femmes enceintes seront menées à accoucher, par exemple, à domicile ou dans les campements. Donc, cela fait qu'il y a vraiment beaucoup de victimes touchées par cette affection-là. Alors, on a parlé des causes, nous avons parlé également des symptômes. À présent, nous allons aborder les préventions, les moyens de prévention. Comment peut-on éviter la fistule obstétricale? Bien, je dirais qu'il est facile d'éviter cette maladie puisque c'est une conduite à tenir adéquate qu'il faut pour l'éviter. Alors, la femme enceinte qui sera à terme, d'abord doit fréquenter un centre de santé pour recevoir des conseils sur le travail, l'accouchement, comment elle doit se comporter par rapport à cet accouchement-là. Voilà. Ensuite, sensibiliser les parents qui sont autour de cette dernière-là à pouvoir l'accompagner au centre de santé. Parce que ce n'est pas évident dans nos villages, par exemple, où les parents ont déjà une idée de l'accouchement ou bien des centres de santé, ou bien des sages-femmes même, je dirais, et donc qui obligent souvent leurs filles à accoucher à la maison.
Donc, il faudra aussi sensibiliser ces personnes pour qu'elles puissent accompagner les femmes enceintes en travail au centre de santé. Il faut également écourter un travail difficile chez la femme enceinte qui doit accoucher, puisqu'on a vu que la fistule était due au prolongement du travail, à une difficulté dans l'accouchement. Donc, lorsque la femme est en travail, même si elle est dans un centre de santé, il faudrait contrôler le temps du travail, voilà, et voir dans quelle mesure prendre d'autres précautions pour éviter la fistule. Voilà. Alors, ce que j'aimerais savoir, vous l'avez mentionné tout à l'heure, puisque nous savons que peu de femmes qui sont dans les régions rurales fréquentent très peu les centres de santé. Ce que j'aimerais savoir, est-ce que le fait de ne pas avoir des soins obstétricaux pourrait quand même aussi causer cette maladie? Je m'explique. Oui. Une femme qui a contracté une grossesse, qui, comme vous l'avez dit, a peur de fréquenter les centres de santé ou qui a déjà une idée préconçue de l'accouchement, ou même des sages-femmes qui refusent de se faire ausculter par un spécialiste, par exemple, qui reste durant toute sa grossesse à la maison. Et le jour de l'accouchement, elle accouche soit à la maison ou à l'hôpital. Est-ce que cette attitude-là peut quand même aussi provoquer la fistule? Dans une certaine mesure, oui, parce qu'au cours des consultations, voilà, la sage-femme décèle les anomalies, par exemple, et déjà, à ce niveau-là, on peut prendre des précautions pour éviter la fistule. Voilà. Donc, c'est très important qu'une femme enceinte puisse fréquenter un centre de santé ou un spécialiste pour pouvoir recevoir des soins. Voilà, et je pense que cela évitera la fistule. Okay. Dans le cas de ces personnes-là qui en souffrent déjà, quel est le traitement approprié à cet effet? Le traitement de la fistule est typiquement chirurgical parce que l'endommagement de la vessie étant interne, il faudrait bien qu'on puisse aller jusqu'à ce niveau pour pouvoir traiter cette maladie. Donc c'est une intervention chirurgicale qu'il faut. Et ce genre d'intervention, on les appelle interventions réparatrices, voilà, pour pouvoir fermer le passage qu'il y a eu entre la vessie et l'appareil génital de la dame ou entre l'appareil génital et le rectum, dans le cas de la fistule fécale. Alors, peut-on guérir définitivement de la fistule obstétricale? Oui, bien sûr. Si cette intervention chirurgicale a été faite, il n'y a pas de problème. On peut guérir complètement de cette maladie. Y a-t-il un rapport entre la coupure génitale féminine et la fistule obstétricale? Bien entendu. Bien entendu. Parce que la fistule obstétricale est conséquence d'un travail difficile. Voilà. Alors que la coupure génitale est volontaire, voilà, est faite de façon extérieure sur un sujet. Et également, je dirais que cette coupure génitale qui est pratiquée dans nos sociétés, voilà, africaines, par exemple l'excision, voilà, peut être considérée comme une cause de fistule. Parce que lorsque cette excision est faite, cela réduit un peu le passage que l'enfant doit emprunter pour sortir. Et donc, ça occasionne un travail difficile, un accouchement difficile, et ça peut déboucher sur une fistule obstétricale. Alors, qu'en est-il de cette ouverture-là qu'on fait aux femmes lorsque le bébé éprouve des difficultés à sortir de la voie vaginale de sa mère? Bien, cette coupure-là n'est pas considérée comme une coupure, voilà, parce que c'est une intervention faite justement pour aider la femme à expulser facilement son bébé. Et on la considère comme une intervention au même titre que les soins que nous apportons aux femmes en accouchement. Voilà.
Alors, une femme souffrant de la fistule obstétricale peut-elle contracter à nouveau une grossesse? Dans le cas de la prise en charge, lorsque cette femme est prise en charge, c'est-à-dire elle subit une opération voilà, réparatrice de la vessie ou du rectum, bien entendu, elle pourra plus tard contracter de nouveau une grossesse sans difficulté. Alors cela n'aura pas d'effet secondaire sur la santé de la mère ou même encore sur le fœtus? Pas du tout, pas du tout. Et nous avons déjà beaucoup d'exemples à ce niveau-là, puisqu'il y a des soins qui sont apportés déjà à certaines victimes de la fistule. Et ces femmes-là ont pu contracter à nouveau des grossesses. Voilà. Parlons de la prise en charge de ces femmes. Si je vous suis bien, ces femmes-là sont prises en charge par le gouvernement, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Et ce programme est un programme spécial, puisque, comme nous le savons, nos gouvernements n'ont pas assez de moyens pour pouvoir prendre en charge tout le monde. Et donc, le Fonds des Nations Unies pour la population a un programme spécial pour la prise en charge de ces victimes-là. Et donc, chaque année, il y a une équipe de médecins, voilà, gynécologues, qui s'occupent d'un certain nombre de victimes pour pouvoir réparer effectivement cet endommagement fait à la vessie. Voilà. Donc, si elles sont prises en charge par le gouvernement ou par le ministère de la Santé, c'est que veut dire que c'est parce que les coûts de ces traitements-là sont quand même élevés. Ils ne sont pas accessibles à tous. Oui, bien sûr. Pas accessibles à tous parce que nous savons que nos populations sont des populations démunies et ces victimes, comme on le sait, sont des victimes aussi démunies et souvent rejetées par la famille, n'ont pas de moyens. Et voilà pourquoi le gouvernement, bénéficiant de ce programme spécial, met sur pied l'intervention chirurgicale pour prendre en charge ces victimes. Alors, il n'est pas aussi tellement difficile d'accéder à ces soins. Il faudra seulement s'informer sur la tenue de ces soins, voilà, et accéder à ces soins. Être pris en charge par le gouvernement nécessite quand même des soins. C'est-à-dire, si le gouvernement prend ces femmes-là en charge, ça veut dire que le gouvernement sort encore de l'argent pour pouvoir s'occuper de toutes ces personnes qui souffrent de la fistule. Alors, à votre niveau, en tant que sage-femme, en tant que personnel de la santé, quelle action est-ce que vous menez afin de permettre à ce que ces soins-là soient quand même accessibles à tous? Eh bien, comme je disais, l'équipe qui a mis sur pied pour faire les interventions, dans cette équipe, il y a des médecins, des gynécologues, bien entendu, des chirurgiens, il y a des sages-femmes et des infirmiers qui apportent aussi leurs soins aux malades. Parce que lorsque l'intervention est terminée, le relais est pris par la sage-femme, par exemple, qui va faire les soins, qui va s'occuper de la suture qui a été faite et tout cela. Et donner aussi des conseils aux malades pour pouvoir se rétablir et se rétablir complètement. Donc, c'est à ce niveau-là que la sage-femme intervient dans la prise en charge de la fistule. À travers l'élément que nous avons suivi un peu plus tôt, nous avons découvert que peu de personnes sont informées de cette maladie-là, de l'existence, de cette maladie. Alors, quelles sont les actions ou les campagnes que vous menez pour sensibiliser la population? Actuellement, il n'y a pas de campagne publique concernant la sensibilisation à cette maladie, mais il se trouve souvent des petites sensibilisations faites, surtout dans les localités rurales, pour aider les femmes enceintes à pouvoir connaître la maladie, à pouvoir éviter cette maladie et à pouvoir se prendre en charge et se faire prendre en charge aussi par les sages-femmes. Donc, c'est ce genre de sensibilisation qui sont menées sur le terrain. Ok. Aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure, comme dans certains cas, par exemple avec le VIH,
on constate qu'il y a quand même des départements qui sont créés dans certaines localités pour permettre à ces personnes-là de visiter ces contrées qui sont quand même éloignées, pour quand même amener ces malades du VIH-là vers ce centre-là en vue de se faire prendre en charge. Qu'en est-il réellement dans le cas de la fistule? Oui, comme je le disais, il y a une équipe qui a mis sur pied. Une équipe de médecins et de sages-femmes qui a mis sur pied. Et lorsque le moment de la prise en charge arrive, par exemple, cette action est menée. Cette action est menée dans les localités, puisqu'on a déjà des femmes qui ont été traitées, qui ont été prises en charge, qui ont subi l'opération réparatrice et qui aujourd'hui mènent une vie comme si elles n'avaient jamais eu la fistule. Donc, c'est des actions qui sont menées quand même dans différentes régions par rapport à ce programme spécial de la prise en charge de la fistule. Alors, nous sommes déjà au terme de cette émission. Quel conseil est-ce que vous pouvez donner à toutes ces personnes qui constituent l'entourage de ces femmes qui souffrent de la fistule et également à celles qui sont concernées? Disons aux malades. Oui, aux malades, je dirais de prendre courage, parce que c'est une maladie un peu honteuse, de prendre courage, de ne pas se délaisser et surtout de fréquenter un centre de santé pour poser son problème afin que le personnel soignant puisse lui apporter un tant soit peu un soulagement. Et également de contacter aussi les structures adéquates pour la prise en charge chirurgicale, voilà, pour pouvoir accéder à la santé. Et aussi, je leur dirais de sensibiliser les autres femmes qui ne sont pas encore victimes afin qu'elles puissent fréquenter les centres de santé et accoucher à l'hôpital. Voilà. Maintenant, à l'entourage, à la famille de ces victimes-là, je demanderais de soutenir les victimes parce que ce n'est pas facile de les soutenir moralement, psychologiquement et aussi financièrement. Voilà. Ok. En ce qui concerne la fistule, nous avons eu beaucoup d'informations pour nous aider à prévenir cette maladie et à mieux la traiter pour celles qui en souffrent. C'est la fin de ce numéro de Capital Santé que nous avons eu énormément de plaisir à vous présenter. Merci et au revoir.